Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit book haul. Je vais vous présenter des livres que j'ai reçus, récupérés, achetés depuis septembre environ, on va dire. Je vais pas vous parler des livres que j'ai achetés cet été parce que c'est essentiellement, voire uniquement, les livres que j'ai lus, donc je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà présenté. Mais je me suis rendu compte que j'avais quand même accumulé quelques livres depuis septembre, j'en ai une dizaine à vous présenter à peu près, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, il y a Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier que je vous ai déjà présenté et dans ma pile à lire de l'automne et dans mes lectures d'octobre, puisque je l'ai récupéré dans une boîte à livres qui m'a donné l'idée de faire une pile à lire pour l'automne et que je l'ai lu dans la foulée. Donc c'est un roman de l'autrice britannique Daphné du Maurier, qui est une autrice du XXe siècle, et ce roman est paru en 1951 de mémoire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite évidemment à regarder ma vidéo sur mes lectures d'octobre parce que j'en parle vraiment en détail. Mais donc c'est le deuxième roman de l'autrice que je lis, j'avais lu Rebecca. C'est un roman un petit peu mystérieux dans l'héritage du roman gothique, même si évidemment il n'en reprend pas du tout tous les traits. Mais voilà, c'est un roman très mystérieux avec du suspense et on se demande si Rachel, qui est donc le personnage principal, le personnage autour duquel le mystère tourne, même si elle n'est pas du tout la narratrice justement, c'est parce que on l'aperçoit d'un point de vue extérieur qu'on a tout ce mystère qui se crée autour d'elle. On se demande si elle est coupable d'une, voire de plusieurs choses. Donc voilà, c'est très haletant, c'est très prenant, je vous le recommande, surtout en automne, c'est un très très bon roman. Voilà pour ma première trouvaille. Ensuite, toujours dans une boîte à livres, mais une autre boîte à livres et un moment complètement différent, j'ai trouvé Voyage d'une Parisienne à Lhasa d'Alexandra David Nel. Je sais pas comment on prononce son nom, je sais pas si c'est David Neal ou David Nel, parce que je crois qu'il y a un accent, bref. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Lhasa, c'est la capitale du Tibet et Alexandra David Nel, c'est la première femme occidentale à avoir atteint Lhasa. C'est une femme qui a vécu de 1868 à 1969, donc fin 19e, enfin, elle a vécu 101 ans quoi, donc elle a vécu au 19e et au 20e siècle. C'est une exploratrice et je la connais grâce à une de mes amies qui a rédigé un mémoire de recherche sur les aventurières. Et je me souviens en fait que cette femme a fait partie de son corpus. Donc quand je l'ai vue dans la boîte à livres, je me suis précipitée. Et en fait, c'était très marrant parce qu'il y avait vraiment toute sa bibliographie dans la boîte à livres à ce moment-là. Il y avait beaucoup de ses récits de voyage, parce que là, donc, c'est un journal de voyage, un récit de voyage. On la suit donc dans cette aventure qui est la traversée du Tibet jusqu'à Lhasa. Bon, c'est vraiment une grande exploratrice et ça m'intéresse beaucoup de découvrir ses voyages et sa plume. C'est une figure qui a l'air très 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 intéressante. C'est aussi une figure féministe et anarchiste, donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai pris que ce livre dans la boîte à livres, même si j'étais tentée d'en prendre d'autres pour laisser d'autres personnes découvrir aussi cette autrice qui est, je pense, assez méconnue tout de même. Enfin, moi, j'avais la chance d'en avoir entendu parler et son nom a résonné. Donc, dès que j'ai vu ces livres, je me suis dit, ah, il faut absolument que j'en prenne un. Il me semblait que c'était celui-là qui était le plus connu, que c'est celui-là qui l'a fait connaître parce que c'est cette aventure à Lhasa qui l'a rendu célèbre, et ça a eu un grand retentissement médiatique en fait à l'époque. L'ouvrage est publié en 1927. Mais voilà, l'aventure de cette femme, de cette Parisienne à Lhasa, avait fait grand bruit apparemment dans les médias. Et je crois que Alexandra David-Néel a beaucoup écrit, en plus d'avoir beaucoup voyagé. Je crois que d'ailleurs qu'elle est restée au Tibet. Mais bon, j'en saurai un peu plus quand j'aurai lu donc son récit de voyage. En plus, je vois qu'il y a des images dans cette édition. Donc ouais, c'est très sympa. J'ai vraiment hâte de découvrir cette femme, ses voyages, son écriture. Donc voilà. Lors de la même excursion en boîte à livres, j'ai trouvé Lolita de Vladimir Nabokov. Donc vous connaissez sans doute Lolita. C'est un roman de l'écrivain russe naturalisé américain Vladimir Nabokov qui a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis et qui a écrit ce livre en anglais. Là, il est en français, hein. C'est une traduction. J'ai déjà lu Lolita de Nabokov, je l'ai lu quand j'étais en première année de prépa littéraire, donc il y a bien 6 ans. Je l'avais lu pas du tout pour les cours, hein, c'est qu'on me l'avait conseillé et je l'avais lu mais très très vite. C'est un livre qui est absolument incroyable. Lolita, c'est la longue confession d'un pédophile qui raconte sa relation à ce qu'il appelle des nymphètes, donc des très jeunes filles, et plus spécifiquement avec
une nymphette qui est Lolita, dont il va devenir un petit peu le beau-père. Enfin, c'est très 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 malsain. Il y a tout un road trip à travers les États-Unis où on nous dépeint une passion complètement malsaine en fait entre ces deux personnages, donc entre Humbert et Lolita, qui a 12 ans et demi. Hein. Voilà. C'est un roman qui est très 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 intéressant et qui est magnifiquement écrit. Honnêtement, moi ce qui m'avait vraiment marqué quand je l'avais lu, c'était la plume de l'auteur. En plus, c'est pas sa langue maternelle, l'anglais, j'avais trouvé ça absolument incroyable. Puis le début est très connu, je peux vous lire les premiers mots que vous avez peut-être déjà entendus. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits bonds le long du palais pour venir, à 3, cogner contre les dents. Lolita. Voilà, c'est un très très beau roman. Je l'ai pris dans la boîte à livres parce qu'en fait, je pense le relire un jour. et donc, je l'avais pas dans ma bibliothèque parce qu'à l'époque, je l'avais emprunté. C'était l'occasion et il est en très bon état. C'est aussi une édition que j'aime bien parce que la couverture n'a pas une représentation trop gênante de Lolita, trop ambiguë qui la sexualise en fait. J'ai pas l'impression que ce soit la représentation dévoyée, on va dire, et tronquée de Lolita comme vraiment un objet de désir qui devrait l'être. Là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de la jeune fille avec le petit chat. Enfin bon, voilà. En fait, j'aimais bien aussi cette couverture parce qu'il y en a qui sont vraiment catastrophique, voilà. Ensuite, lors d'une excursion à la librairie, cette fois, mon copain m'a gentiment acheté un livre de Marilène Patoux-Matis qui s'intitule « L'homme préhistorique est aussi une femme », donc dans la collection féministe de Point. C'est le premier ouvrage que j'ai de cette collection, que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Enfin, disons que c'est une des collections féministes les plus mises en avant, les plus médiatisées. J'aime bien leur graphique et j'aime bien leur sélection. Enfin, je suis quand même ce qu'ils publient. Et je suis assez attirée par les titres qu'ils proposent, mais je n'en ai jamais acheté. Donc je suis contente de lire et cet ouvrage dont je vais vous parler dans une seconde, et un ouvrage de la collection féministe de Point. Mais donc pourquoi cet ouvrage parce qu'en fait mon copain est passionné par la préhistoire. Il m'a d'ailleurs offert cet été, je vous l'avais montré dans mon vlog, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais il m'a offert cette jolie anthologie, vraiment très très belle. Attendez, je pose mon petit micro. C'est une anthologie donc qui regroupe des textes d'auteurs divers et variés, plus ou moins connus, qui ont écrit à propos de la préhistoire. Enfin, ils regroupent les extraits dans lesquels ils parlent de la préhistoire, et il y a des peintures, tout ça, c'est vraiment très agréable. Bon, je l'ai pas encore lu, mais voilà. Et donc, il m'a offert L'homme préhistorique est aussi une femme. Marilène Patoux-Matis, c'est une préhistorienne qui s'intéresse à la question de la place des femmes dans les sociétés préhistoriques et qui cherche à poser un autre regard sur ces sociétés parce qu'elle décèle une projection sur les sociétés préhistoriques de la place des femmes dans nos sociétés modernes à nous, d'autant plus que la préhistoire comme discipline a été inventée au 19e siècle et que c'est un siècle particulièrement misogyne, je le dis et je le redis, et bon, je veux dire c'est notoire, hein, c'est un siècle particulièrement misogyne, donc il n'était pas propice à montrer directement une place importante des femmes. Et il y a une forme de projection en fait donc de la place des femmes dans la société contemporaine sur les sociétés préhistoriques. Marilène Patoux-Matis cherche à poser un autre regard sur ces sociétés et à réécrire, à donner une autre histoire des femmes, une autre histoire de la place des femmes. Et elle va montrer donc par un certain nombre d'études et d'arguments que les femmes ne passaient pas la journée à la maison, en gros. Donc voilà, elle montre la place des femmes et elle montre que l'homme préhistorique est aussi une femme, qui a une importance de l'étude de la femme préhistorique, des femmes préhistoriques. Et c'est donc l'objet de cet essai qui m'a l'air très intéressant et plus j'en parle, plus j'ai envie de le découvrir très très vite. C'est encore une fois un ouvrage qui contribue à déconstruire l'invisibilisation des femmes durant les siècles. Et c'est donc un ouvrage assez récent puisqu'il est paru en 2020. Voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à lire ce texte que je n'ai pas encore lu mais dont j'ai reçu de très bons retours. Et Marilène Patoux-Matis c'est vraiment une référence dans le domaine, donc vous pouvez y aller normalement les yeux fermés. En tout cas, j'y vais les yeux fermés, j'espère que ça se passera bien, je vous en dirai des nouvelles. J'ai acheté également les mémoires de Louise Michel. Alors bon, par contre, je crois que j'ai acheté le tome 2. Voilà, en fait j'avoue que j'ai rien compris au découpage de ces mémoires et aux différentes éditions qui existent. Je me suis dit que j'allais acheter ce texte aux éditions de la Découverte et non pas aux éditions
Folio, je crois qu'elle existe aussi dans les éditions Folio, parce qu'il me semblait, enfin j'avais cru comprendre que c'était plus complet. Donc là c'est les mémoires inédits donc de 1886 à 1890, mais il me semble qu'il existe un tome 1 sur les mémoires avant 1886. Là c'est À travers la mort, ça s'intitule. Mais je rembobine et je vous présente Louise Michel et pourquoi est-ce que j'ai acheté ses mémoires. Il se trouve que j'ai écouté un podcast de France Culture. Alors, il y a un podcast que j'aime plutôt bien écouter sur France Culture qui s'appelle Avec Philosophie. Je pense que ça a un peu remplacé les chemins de la philosophie. Peut-être que je me trompe, mais il me semble, c'est l'émission philosophique de France Culture. Et en fait, il y a une série à l'intérieur de ce podcast qui s'appelle Le souffle de la pensée. Et dans cette série, ils invitent des chercheurs, des chercheuses de différentes disciplines, donc en sciences humaines, donc soit histoire, philosophie, sociologie, qui viennent présenter un texte qui a été important pour eux. Et j'ai écouté un épisode où, alors je ne sais plus du tout quelle était la chercheuse, mais il me semble qu'elle était historienne, mais est venue parler des mémoires de Louise Michel. Et alors ça m'a absolument passionnée. Louise Michel, si vous ne la connaissez pas, c'est une grande figure militante de la Commune, elle est surtout connue pour ça, donc c'est une femme qui a vécu de 1830 à peu près au début du XXe siècle, elle est peut-être morte en 1905, quelque chose comme ça. C'est une institutrice militante, anarchiste, qui a participé à la Commune de Paris, qui a eu lieu en 1871, donc est un événement politique majeur. Et donc, c'est une communarde. D'ailleurs, sa présence et la reconnaissance de Louise Michel comme figure publique contribuent à représenter la participation des femmes à la commune, ce qui est aussi très intéressant. Donc, Louise Michel, c'est quand même une grande figure militante. C'est une figure révolutionnaire, on peut le dire, du 19e siècle. J'ai souvent entendu, on va dire, et c'est peut-être ça aussi en un sens qui a fait que je me suis pas intéressée très très fortement, on va dire, à Louise Michel jusqu'ici, c'est que Louise Michel, c'est un peu un nom derrière lequel on invisibilise d'autres femmes, c'est un petit peu l'exception. Comme en littérature, il y a, je sais pas, Colette. Bah oui, on parle de Colette, donc on parle d'une femme qui a écrit au début du XXe siècle. Là, c'est un peu pareil. C'est que Louise Michel, on en parle, mais du coup, on parle pas d'une multitude d'autres femmes qui ont agi, qui ont milité. C'est l'exception qui vient justifier qu'on ne parle pas des autres femmes. Toutefois, Louise Michel est quand même reconnue à raison et elle est très intéressante. Et par ailleurs, elle a aussi écrit. Donc elle a écrit ses mémoires, mais elle a écrit des romans, de la poésie. Alors il est de bon ton de dire que son œuvre littéraire n'est pas de très grande qualité. Moi je ne peux pas en juger, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien la découvrir honnêtement. Et parce que souvent, enfin en tout cas au 19e siècle, on aime bien poser des distinctions. Militante n'est pas écrivaine, donc voilà, il y a cette distinction. Mais Louise Michel est aussi écrivaine. Sa vie a l'air très intéressante, a beaucoup à apporter, je pense. Elle a une lecture aussi des événements historiques qui est très importante. Elle a des réflexions qui me semblent très intéressantes, encore une fois. Donc c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir. Et par ailleurs, c'est une femme qui a écrit. Donc ses mémoires, il me semble, en tout cas des extraits que j'en ai lus, recèle une qualité littéraire qui est très agréable à lire en fait. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai envie de lire les mémoires de Louise Michel, et sachez que vraiment j'ai écouté ce podcast, on était dimanche, il n'y avait aucune librairie d'ouverte, mais il me fallait ce livre, donc j'ai vraiment dû patienter jusqu'au lundi, mais normalement ça ne m'arrive jamais d'avoir envie d'un coup, sur une impulsion, d'acheter un livre et de devoir le lire tout de suite, mais bon, vous voyez qu'au final, vu que j'ai acheté le tome 2. J'ai pas commencé à le lire, mais ça a été une révélation d'un coup. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je lise les mémoires de Louise Michel. Donc voilà, merci à France Culture pour cette révélation. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, comme je n'ai pas encore lu ces mémoires, mais si jamais vous les avez lues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. J'ai également acheté en même temps L'éloge des reines de France de Louise Dupin, dont je vous parle également dans ma vidéo sur mes lectures d'octobre, donc je vous invite vivement à regarder si vous voulez connaître mon avis sur ce petit ouvrage donc de Louise Dupin, parce que je ne vais pas redévelopper ici, surtout que Louise Dupin, j'en parle dans toutes mes vidéos en ce moment, mais à juste titre. Donc si vous ne savez pas encore qui est Louise Dupin, c'est une philosophe des Lumières, une philosophe du XVIIIe siècle, qui a œuvré toute sa vie à l'écriture d'un grand texte qui s'intitule Des femmes, qui est publié grâce au travail de Frédéric Marty, que je souligne encore
au classique Garnier, donc il y a un long sous-titre, je vais vous l'afficher juste là, parce que ce texte d'ailleurs c'est le prochain texte que je vais lire de Louise Dupin, c'est son texte majeur en fait, et j'ai très très hâte de le découvrir, donc si vous voulez aussi un petit peu une petite vue de ma wishlist, il y a ce texte de Louise Dupin. Mais donc, j'ai déjà lu d'elle Des femmes, donc le même titre que le gros ouvrage, mais qui est beaucoup plus court, édité chez Payot, exactement sous ce format-là, qui est une grande introduction en fait à sa pensée, à son texte, qui est un texte très accessible, que je vous invite à découvrir, qui fait que vous n'avez pas à lire le gros ouvrage de 500 pages, mais ce texte qui fait une centaine de pages résume vraiment la pensée de Louise Dupin, et est très très agréable à lire, et voilà, je vous le conseille encore une fois. Et donc j'ai lu L'éloge des reines de France, qui est un texte beaucoup plus étrange, puisqu'en fait ce sont des notes de préparation pour un des chapitres dans l'ouvrage des femmes, qui est un chapitre sur la monarchie et sur les reines de France, parce que Louise Dupin essaye de porter, encore une fois c'est un petit peu quelque chose qui revient dans mes lectures en ce moment, mais essaye de porter un autre regard sur l'histoire des femmes, et donc notamment des reines de France, et elle essaye de montrer une autre histoire de la monarchie française, en remettant les femmes à leur juste place, c'est-à-dire une place où on peut les juger, mais on peut les juger sur leur action, et non sur le fait qu'elles soient des femmes, où on peut comprendre qu'elles ont vraiment régné, qu'elles ont exercé le pouvoir, notamment à travers la régence, montrer que la loi salique n'a rien de naturel, qu'elle a été instituée pour empêcher les femmes d'accéder au pouvoir, mais que malgré ça, elles ont quand même régné. Et elles montrent que les reines de France ne sont pas porteuses de tous les défauts dont on les affuble. Donc c'est très intéressant. Ce texte-là, comme je le disais dans ma vidéo sur mes lectures d'octobre, je ne vous le recommande pas spécialement parce qu'il est un petit peu particulier. C'est en gros une longue liste des reines de France, ça appartient au genre des extraits. Donc voilà, mais je vous recommande Louise Dupin de manière générale. On arrive bientôt au bout, comme quoi je vais beaucoup plus vite quand je parle de livres que je n'ai pas lus. J'ai trouvé dans une boîte à livres chez mes parents, qui est vraiment une boîte à livres incroyable, il y a toujours des merveilles, mais cette édition de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en anglais, qui est dans un état incroyable et qui est magnifique. C'est marrant parce qu'il était aussi en français dans cette boîte à livres à ce moment-là, mais du coup j'ai choisi de le prendre en anglais pour le lire en anglais. Fahrenheit 451, c'est une dystopie, un roman d'anticipation dystopique très 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 connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a été publié dans les années 1950 et le titre s'explique parce que c'est la température à laquelle le papier brûle. Donc on est dans une société dans laquelle on fait brûler, il me semble, les livres. J'ai lu les 20 premières pages parce que j'avais vraiment très très envie de découvrir ce texte, dont d'ailleurs Camille de la chaîne La Cicatrice littéraire a parlé, et alors je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais je vais retrouver, parce que c'est pas tout récent. Mais je vais retrouver, je vais vous mettre sa vidéo en description parce qu'elle m'a donné très 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 envie de lire ce livre, et donc c'est en partie grâce à elle si quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais le prendre. Pour moi, la plupart du temps, pour qu'un livre me saute aux yeux, il faut que j'en ai entendu parler, même si c'est pas vraiment consciemment, ça va me revenir. Donc, comme avec Alexandra David-Néel, c'est la même chose pour Fahrenheit 451. Vous me direz, est-ce que j'avais besoin d'une recommandation pour le lire? Eh bien oui, parce que je lis pas beaucoup de dystopie, c'est pas mon genre de prédilection, et que même si c'est un livre qui est connu, reconnu, je ne me sentais pas non plus obligée de le lire, donc voilà, c'est pour ça que cette recommandation est tombée à pic. En tout cas voilà, je serais incapable de vous dire ce qui se passe exactement dans ce livre, mais on suit Montag, qui est un pompier. Donc un pompier, c'est quelqu'un qui brûle des objets, donc qui les éteint. Et oui, il y a ce passage au début. Oui, donc il rencontre une jeune fille qui s'appelle Clarisse, qui est un petit peu la figure déviante, qui refuse de se plier aux règles de ce monde, alors que lui, il est complètement dans le système, vu qu'il est pompier, c'est littéralement lui qui brûle les livres et les objets. Et elle lui dit, est-ce vrai qu'un jour, les pompiers étaient des sauveurs et non des destructeurs? Donc voilà. En fait, j'ai été très surprise en commençant ce livre parce que je trouve que la plume est très très belle. Enfin, je m'attendais pas en fait à un style particulier, mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Ouais, il y a vraiment un style. Il se passe quelque chose. Il y a un travail littéraire qui est assez intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre ma lecture à peine entamée de Fahrenheit 451, et puis si vous l'avez lu, évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, en Bretagne, le week-end dernier, j'ai récupéré Gigi de Colette. C'est un texte dont j'ai jamais entendu parler, mais
je fais confiance aveugle à Colette. Donc Colette, c'est une autrice du XXe siècle qui a écrit notamment la série des Claudines, mais également Le blé en herbe, Chérie, La vagabonde. Ah oui, je suis en train de citer tout ce que j'ai lu. Mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup lu Colette, enfin beaucoup. J'ai lu quelques-uns de ses textes, et le dernier en date, c'était La vagabonde, que j'ai lu en juin dernier. Et voilà, on se trouve ici avec Gigi, donc j'avais jamais entendu parler de ce texte, mais ce livre n'est pas destiné à la vente. Ça c'est marrant, ça doit être une édition un petit peu particulière. Mais en plus j'aime bien la couverture, elle est très vintage, mais j'aime bien cette ambiance. Et il me semble donc qu'on suit l'histoire d'une jeune fille et de son évolution dans la société du début du XXe siècle. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus honnêtement, mais voilà, Colette, franchement c'est très rare que je sois déçue avec elle. Il y a des fois où je trouve ça un petit peu moins bien, mais franchement, quand c'est moins bien chez Colette, ça reste quand même un très bon texte, donc voilà, je suis trop contente. En fait, à vrai dire, j'avais oublié que j'avais trouvé ce livre, donc je l'avais pas préparé, donc c'est un petit peu flou comment j'en parle, mais... Et enfin, dernier texte, on m'a offert il y a quelques jours le livre d'un été de Tove Jansson, qui est une autrice finlandaise et qui écrit en suédois. Donc elle est suédophone, il me semble. Donc c'est un livre qui est traduit du suédois, parce que je ne parle pas le suédois. Voilà, c'est un livre qu'on m'a offert. Bref, c'est une attention adorable. Je suis trop touchée. Et mon amie me l'a offert. Elle a demandé conseil à la bibliothécaire, puisqu'elle est allée dans une librairie. Alors d'ailleurs, dont je vais faire la promo ici, pourquoi pas. Une librairie café nordique, donc c'est vraiment une librairie sur la littérature nordique, qui s'appelle le Bock Bar, qui se situe dans le 20e arrondissement à Paris, donc allez-y si ça vous intéresse. Et donc apparemment c'était le livre préféré de la libraire, donc je trouve ça toujours émouvant quand quelqu'un recommande un livre qui lui est très cher. Mais pour en revenir à Tove Jansson, c'est donc une autrice qui est surtout connue pour ses livres pour enfants, il me semble, et cet ouvrage-ci a été publié en 1972. On est sur une île sauvage finlandaise. Il me semble que c'est un livre très contemplatif, qu'on va être baigné dans ces paysages, dans cette atmosphère de la Finlande. Ça m'a l'air vraiment très très doux, très très comfy comme lecture. Après avoir lu Ravage de Violette Leduc, que j'ai enfin fini d'ailleurs, enfin, je vous avoue que ça me tente beaucoup. Vraiment, ça me fait très envie de retrouver quelque chose de très doux et de très 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 différent. En plus, c'est pas très très long, c'est par petits chapitres. Là, je l'ai commencé tout à l'heure dans le train. Et en effet, on est vraiment baigné dans la nature. On est au sein d'une famille, notamment de la relation entre une grand-mère et sa petite fille qui s'appelle Sophie. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Tove Jansson et si vous avez par ailleurs des recommandations de littérature scandinave, parce que c'est vraiment une littérature que je ne connais pas du tout et que j'aimerais beaucoup beaucoup découvrir. Donc voilà, si vous avez tout type de recommandations liées à la Finlande, au pays du Nord, laissez-les dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. C'est allé très vite comparé à d'habitude, mais c'est bien parce que ça fera un petit peu moins de charge pour le montage. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous dire que si vous avez des envies, des idées de formats, de contenu que vous voudriez voir sur la chaîne, je serais très heureuse si vous m'en faisiez part. Parce que voilà, je fais pas cette chaîne que pour moi. Si jamais vous avez envie de voir certains types de vidéos, eh bien dites-le moi et voilà, je verrai si elles sont réalisables et si je peux les réaliser. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien et pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!